C'est donc le moment de notre conférence inaugurale qui est donnée cette année par Madame la professeure Ruiz Fabri, dont je vais vous présenter quelques éléments de son parcours. Bien entendu, la professeure Ruiz Fabri est diplômée en droit et en sciences politiques et docteur de l'université de Bordeaux. Nous ne sommes pas tous de Paris. Elle est professeure à l'école de droit de la Sorbonne de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nous ne sommes pas tous de Paris, mais beaucoup finissent à Paris. En détachement pour diriger l'Institut Max Planck Luxembourg pour le droit procédural. Et je veux dire que j'ai rencontré Hélène dans un train alors qu'elle revenait de Luxembourg, moi aussi, il y a quelques années, tu t'en souviens. Et je crois que c'était encore un moment de construction de cette institution. C'était un travail vraiment énorme. Et je crois que le travail accompli depuis lors est absolument époustouflant. Elle y dirige le département de droit international et de règlement des différends. Hélène Ruiz Fabri est membre associée de l'Institut de droit international. Elle a été présidente de la Société européenne de droit international. Elle a publié évidemment de nombreux ouvrages, notamment dans le domaine du règlement des différends, mais pas seulement, bien sûr. Elle dirige la publication de la Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law, qui est publiée en anglais, personne n'est parfait, sur le web par Oxford University. Elle est co-rédactrice en chef du Journal of World Investment and Trade. Hélène Ruiz Fabri a été aussi très impliquée dans le droit international économique, et c'est une de nos références, évidemment. La professeure Ruiz Fabri est juge au tribunal de la Banque des règlements internationaux et siège en tant qu'arbitre dans plusieurs tribunaux CIRDI, ainsi que dans des tribunaux CNUTSI à la Cour permanente d'arbitrage, et pour des arbitrages en vertu d'accords externes de l'Union européenne. Vous le voyez, je crois que le choix du curatorium de confier cette conférence inaugurale à la professeure Ruiz Fabri était un choix très lumineux. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Et je dois dire que c'est un honneur pour moi, mais aussi un très grand plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui. Même si j'ai déjà fait pas mal de cours en amphithéâtre, l'auditoire est réellement impressionnant. Donc si vous voulez continuer à penser que les professeurs de droit sont quand même des êtres humains, sachez que j'ai le trac. Mais je tiens à remercier le président du curatorium, le professeur Yves Daudet, le secrétaire général, le professeur Jean-Marc Touvenin, ainsi que les membres du curatorium et du secrétariat qui me permettent de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, la justice procédurale et la manière dont elle peut rencontrer le droit international. C'est dans une atmosphère un petit peu plus échauffée que je reprends mon propos. Et donc, comme je vous le disais, je vais vous parler de justice procédurale et de la manière dont elle peut rencontrer le droit international. Et pour ce faire, on va se promener un peu dans les théories et un peu dans les réalités du droit international. Alors, parler de justice procédurale, c'est explorer s'il existe une exigence spécifique de justice qui s'attache à la manière dont les décisions sont prises, qui s'attache à la procédure, à la manière dont les décisions sont prises, indépendamment ou séparément de leur contenu. Alors bien sûr, presque intuitivement, nous les juristes tendrons à répondre que c'est le cas, qu'une telle exigence existe, ne serait-ce que parce que nous avons tous été éduqués au procès équitable ou au due process. Et il suffit que je vous renvoie vers un adage généralement très connu, « Justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done ». Et son auteur lui-même soulignait que c'était non seulement important, mais fondamental. Alors, on sait que cet adage a été annoncé dans une décision de justice anglaise, mais l'idée était également présente au plan international et à la même époque, puisqu'en réalité, ça n'est pas si ancien, cela date des années 20, à la même époque, le comité consultatif de juristes de la Cour permanente
de justice internationale qui réfléchissait sur le règlement de procédure de la Cour pouvait écrire, je cite dans ses procès-verbaux, « Il ne suffit pas que la justice soit juste, il faut encore qu'elle le paraisse. Non seulement le juge doit être impartial, mais son impartialité ne saurait être suspectée par personne. » Et très spontanément, nous identifions les enjeux. Les enjeux, ce sont la légitimité et donc l'acceptabilité des décisions. Et c'est particulièrement évident pour les décisions de justice qui sont la manifestation la plus publique de la justice. Donc elles donnent à voir de la façon la plus concentrée ces enjeux de légitimité et d'acceptabilité. Et c'est d'ailleurs sur les décisions de justice et sur la procédure juridictionnelle que je vais centrer mon propos, même si on peut bien sûr poser la question de la justice procédurale pour l'ensemble du droit international et pour l'ensemble des droits. Avant d'entrer plus avant dans mon propos, je dois vous préciser que je traite ici les règles procédurales comme des normes secondaires au sens de la distinction de Hart, en considérant leur fonction de mise en œuvre du droit matériel, donc des normes primaires. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette distinction. Pour ceux qui le sont, c'est la distinction que j'utilise. Et j'insiste surtout sur le caractère fonctionnel de mon approche, parce que, en réalité, la distinction entre le fond et la procédure est une distinction qui n'est ni simple ni tranchée. Mais c'est une question trop complexe pour que je m'y lance dans le cadre de cette conférence, même si j'en dirai à nouveau quelques mots en conclusion. Et donc, par convention, je considère dans le cadre de cette conférence que, quelle que soit leur nature, des normes peuvent avoir à un moment donné et dans des circonstances données une fonction procédurale. Alors, pour réfléchir sur la justice procédurale, je vous propose de procéder en 4 étapes. Et dans une première étape, de réfléchir d'abord sur le rôle de la procédure, puis d'explorer dans une deuxième étape les outils qui permettent d'évaluer la justice procédurale. Ce sera la partie la plus théorique et philosophique de notre promenade. Puis, nous nous interrogerons dans une troisième étape sur les spécificités du droit international à cet égard, avant, dans une quatrième étape, de conclure. Alors, dans ma première étape, donc, je vous propose de réfléchir sur le rôle de la procédure. Et pour réfléchir, pour identifier son rôle, on peut adopter une approche ou une séquence temporelle. C'est-à-dire qu'on peut regarder le rôle de la procédure ex ante, avant la décision, avant le jugement, mais aussi ex post, après le jugement, après la décision. Et chacune de ces perspectives jette une lumière différente sur le rôle de la procédure. Alors, si on prend d'abord une perspective ex ante, avant, elle permet de montrer que les normes primaires, c'est-à-dire des normes qui ont pour objectif de coordonner la conduite des sujets de droit en définissant des droits et des obligations. Ces normes primaires ne peuvent pas fonctionner sans procédure pour principalement 3 raisons cumulatives. La première raison, c'est que les sujets de droit n'ont qu'une connaissance imparfaite du contenu du droit, mais aussi des situations de fait. Et par exemple, dans un litige, les parties peuvent posséder des informations différentes sur les faits. Donc, il faut un mécanisme, un processus qui leur permette d'acquérir une compréhension commune du droit et des faits. La deuxième raison, c'est que le contenu du droit est imparfaitement spécifié, voire que le contenu du droit est indéterminé. Les règles, parce qu'elles sont générales en raison de leur généralité, mais aussi parce qu'elles sont exprimées dans des langues humaines.
Et le droit international montre particulièrement bien à quel point les langues ne s'emboîtent pas naturellement et à quel point la traduction des mots n'est pas toujours tout à fait évidente. Donc les règles, en raison de leur généralité et du fait qu'elles sont exprimées dans des règles humaines, elles sont incomplètes et ambiguës. Et donc les sujets de droit peuvent, dans ces circonstances, avoir des opinions divergentes sur les conduites qui sont requises ou qui sont permises. Et il faut un mécanisme, un processus pour préciser, désambiguiser le contenu du droit et pour l'individualiser au cas particulier. La troisième raison, c'est que les sujets de droit sont partiaux. Ils sont partiaux par rapport à leurs intérêts et ils sont partiaux en fonction des valeurs qu'ils privilégient. Et donc, cet aspect-là interagit avec les deux précédents parce que les sujets de droit vont avoir tendance à avoir une vision du contenu du droit et de l'état des faits qui favorise leurs intérêts. Et donc, il faut un mécanisme, il faut un processus pour concilier et pour départager ces visions partielles et partiales. Donc, si vous m'avez suivi jusqu'à présent dans cette analyse et si vous y adhérez, vous conclurez aisément que la procédure est inévitable. Toujours dans cette perspective ex ante, avant la décision, il importe aussi de noter que la procédure juridictionnelle appartient à deux catégories de procédures. Si on fait un panorama global des procédures, elle appartient à la catégorie des procédures programmées et elle appartient également à la catégorie des procédures de programmation. Alors, qu'est-ce que cela signifie plus précisément ? Elle est procédure programmée parce qu'elle implique un certain déroulement et un certain code de conduite. Et il y a dans ce code de conduite une composante collective qui s'adresse à tous les acteurs concernés et il y a une composante individuelle qui définit les exigences propres à chaque rôle. Et cette notion de rôle est importante. Pour le dire avec un raccourci et en prenant un exemple, on attend d'un juge qu'il se comporte comme un juge. Donc il y a une exigence de cohérence des rôles et on attend d'un juge qu'il adopte les normes comportementales qui correspondent à ce rôle. Et des critères tels que l'indépendance ou l'impartialité viennent l'aider en visant à limiter les influences de l'environnement sur la prise de décision. L'indépendance et l'impartialité servent à éviter que le rôle interne à la décision, celui de juge, ne soit altéré ou affecté par des rôles externes, comme par exemple connaître ou être ami avec une des parties. Bon, ça c'est des exemples typiquement qui déclenchent des incompatibilités, mais c'est la problématique. Donc éviter que le rôle interne ne soit altéré par des rôles externes. Ça c'est l'aspect procédure programmée. À côté d'être une procédure programmée, la procédure juridictionnelle est une procédure de programmation. Elle implique qu'une décision sera prise, mais personne ne sait à l'avance ce que cette décision sera. Donc, la procédure juridictionnelle va organiser une séquence d'événements, elle va les ordonner, de sorte que cette séquence soit un processus régulé, mais la procédure juridictionnelle est ouverte. Alors, ce caractère ouvert est souvent confondu, à tort à mon avis, avec la neutralité. Je ne prétends absolument pas à la neutralité de la procédure juridictionnelle. Et l'ouverture désigne autre chose. En réalité, ce que l'ouverture traduit, c'est le fait que la procédure comprend et guide des processus de négociation, des processus de vérification, des processus de sélection. Et elle mène ainsi vers la fermeture, c'est-à-dire la décision qui vient clore le processus. Bien sûr, pour que cela fonctionne, il faut que la procédure et son résultat soient considérés comme des sources légitimes d'autorité par tous,
y compris dans le cas d'un jugement par la partie perdante, et y compris s'il y a une erreur, c'est-à-dire si la décision est inexacte. Et donc, je vais revenir sur cet aspect. Maintenant, si on prend une perspective ex post, donc on regarde le rôle de la procédure rétrospectivement, après la décision. Le rôle de la procédure doit être apprécié au regard des attentes qu'on peut avoir à l'égard d'un jugement. Et là, on est en face d'une alternative. Première branche de l'alternative, si on part du principe que seuls les résultats comptent en termes de justice, les attentes qu'on a à l'égard d'un jugement seront essentiellement des résultats justes sur le fond, des conclusions légalement correctes et des conclusions factuellement vraies. Mais, deuxième branche de l'alternative, si on ne part pas du principe que seuls les résultats comptent, alors on peut ajouter une attente de participation équitable au processus qui conduit à la décision et des attentes par rapport au coût de la procédure, des coûts raisonnables. Et ces différentes attentes déterminent les objectifs qui sont assignés à la procédure. Déjà, quand je formule l'alternative « seuls les résultats comptent » versus « il n'y a pas que les résultats qui comptent », j'ai introduit l'idée que les différents objectifs que l'on peut assigner à la procédure d'un point de vue ex post, ces différents objectifs peuvent demander à être articulés. Et c'est ce que montrent très bien les modèles de justice procédurale qui ont été proposés notamment par les philosophes et sur lesquels je voudrais maintenant vous dire quelques mots dans la deuxième étape de notre promenade dans la justice procédurale. Alors, chacun des modèles de justice procédurale que je vais évoquer reflète une ou des valeurs dominantes et des valeurs entre lesquelles il va falloir éventuellement effectuer des choix, les valeurs que l'on peut identifier et dont je vais essentiellement parler étant l'exactitude, l'utilité par la mise en balance des coûts et la participation. Alors, aucun modèle ne fournit une vision, une réponse idéale, mais en fait, évoquer ces modèles permet d'identifier à travers aussi leurs limites ce que peut être l'anatomie de la justice procédurale en droit international. Alors, je vous propose de partir des modèles de justice procédurale qui ont été proposés par John Rawls. John Rawls est l'auteur de la théorie de la justice de référence, théorie de la justice qui est bien sûr critiquée par d'autres théories de la justice, mais comme c'est la théorie de base, tous les auteurs y reviennent et c'est par rapport à elle que se situent les autres théories de la justice. Et Rawls propose un certain nombre de modèles spécifiquement de justice procédurale. Donc je vais essayer de vous expliquer ces différents modèles de façon extrêmement simplifiée, mais qui vous permettent de voir comment on peut réfléchir et aborder cette question. Alors, pour commencer, Rawls distingue entre la justice procédurale pure et la justice procédurale impure. Et le critère de distinction entre la justice procédurale pure et la justice procédurale impure, c'est la considération des résultats. On regarde les résultats. Est-ce qu'il existe un résultat juste en tant que tel, un résultat qui est défini par un critère indépendant de justice et qui est l'objectif à atteindre? Est-ce qu'un tel résultat existe ou pas? Alors, vous allez mieux comprendre quand je vais expliquer les différentes théories. Si on regarde d'abord ce qu'il appelle la justice procédurale pure. Dans la justice procédurale pure, c'est la justice de la procédure qui rend les résultats qu'elle produit justes. Et donc, on n'a aucun résultat particulier qui est juste en tant que tel. C'est ce qui rend juste un résultat, c'est le fait que la procédure ait été menée de manière équitable. Et l'exemple que donne Rawls est intéressant, c'est la loterie. La loterie répond à une justice procédurale pure,
si chaque ticket donne une chance égale de gagner. À la fin, personne ne pourra se plaindre que le résultat est injuste si chaque ticket a donné une chance égale de gagner. Alors, c'est la métaphore du jeu qui peut être employée aussi, qu'on emploie parfois pour la procédure juridictionnelle, mais la procédure juridictionnelle et le procès ne sont pas un jeu. Un jeu, on choisit d'y participer. La procédure juridictionnelle, ce n'est pas exactement la même logique et c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Maintenant, si on regarde la justice procédurale impure, qui est donc son deuxième modèle, la justice procédurale impure, comme vous pouvez le supposer, elle est déterminée par la justice des résultats qu'elle produit. On prend en compte le résultat. Il y a un résultat particulier qui est juste en tant que tel, déterminé de façon autonome. Et à ce stade, John Rawls fait une sous-distinction. Il va faire une sous-distinction entre ce qu'il va appeler la justice procédurale parfaite et la justice procédurale imparfaite. Donc on a une arborescence dans ces modèles de justice procédurale. La justice procédurale est parfaite lorsque la procédure garantit le résultat à 100%. Lorsque la procédure garantit le résultat. Et l'exemple que donne Rawls, c'est l'exemple de la découpe d'un gâteau. Donc, le résultat juste en tant que tel, ce sont des parts de gâteau égales ou équitables, et la règle de procédure qui va permettre d'atteindre de manière fiable ce résultat, c'est la règle selon laquelle celui qui découpe le gâteau se sert en dernier. On voit bien l'articulation entre le résultat et la procédure qui peut y mener. Alors, il peut y avoir d'autres règles, comme par exemple l'utilisation d'un compas, mais reconnaissez que vous sortirez difficilement un compas devant vos convives pour découper un gâteau. Et les conventions sociales peuvent aussi compter pour déterminer les règles procédurales. Dans la justice procédurale imparfaite, en réalité, le résultat compte, mais même si la procédure veut essayer de tendre vers ce résultat juste, elle ne peut pas le garantir. Donc on n'est plus à 100%. Et là, l'exemple de Rawls, c'est le procès pénal. Le résultat juste en tant que tel, c'est que seuls les coupables sont condamnés. Mais la procédure est conçue pour établir la vérité à cet égard. Mais il est impossible de garantir qu'elle conduise toujours au bon résultat, parce qu'il peut y avoir des erreurs. Et il est intéressant de noter que Rawls ne donne qu'un seul exemple de procédure juridictionnelle, et c'est à propos de la justice procédurale imparfaite. Et on le comprend d'autant mieux si on relie chacun de ces modèles de justice à une valeur dominante, lien que je voudrais faire maintenant. Pour vous dire d'abord que la valeur dominante dans la justice procédurale parfaite, celle qui garantit le résultat à 100%, c'est l'exactitude. C'est l'exactitude, c'est-à-dire que l'idée centrale de ce modèle, c'est que l'objectif de la procédure, c'est la recherche de la vérité, et donc de conclusions de droit qui sont correctes et de constatations de faits qui sont vraies. Mais évidemment, ce modèle pose des problèmes. Il pose des problèmes et notamment il pose le problème de ses coûts, parce que de façon générale, la procédure impose des coûts réels aux parties, mais elle impose aussi des coûts au groupe social qui finance le système juridictionnel, qui finance les juridictions. Et donc, ce modèle d'exactitude, il demande de réfléchir si on doit continuer à chercher jusqu'à ce qu'on soit sûr d'être à 100%, ou alors de réfléchir à quel moment on doit s'arrêter parce que le gain le plus infinitésimal d'exactitude a un coût complètement disproportionné. Et quand on parle de coût, on n'inclut pas seulement des considérations financières, on inclut aussi le temps. Parce que s'il faut des décennies pour atteindre l'exactitude, il n'est pas du tout sûr que l'on pourra encore parler de justice du résultat. Et je ne parle même pas du contexte qui aura inévitablement changé, ce qui fait que l'exactitude peut être une cible mobile dans le temps. Donc, l'exactitude a des mérites, mais on doit réfléchir sur les limites qu'on lui assigne.
La valeur qui est dominante dans le modèle de la jurisprudence procédurale imparfaite, maintenant, cette valeur, c'est précisément la mise en balance de plusieurs coûts. Et je pense qu'on peut dire que la valeur dominante, c'est l'utilité. Et je prends appui de ce point de vue-là sur le fait que les théories utilitaristes, notamment, se sont centrées sur ce modèle de justice procédurale. Et là, il s'agit de mettre en balance deux coûts. D'un côté, on aura le coût du fonctionnement du système juridictionnel, les coûts que j'ai déjà évoqués, qui sont à la fois des coûts financiers, mais aussi des coûts en temps. Et d'un autre côté, l'autre coût qu'il faudra prendre en compte, c'est le coût de l'erreur ou du risque d'erreur, c'est-à-dire de décisions judiciaires inexactes. Et le système doit pouvoir produire des décisions pour un coût raisonnable ou supportable, y compris en termes de temps, tout en pouvant vivre avec ces erreurs, tout en pouvant assimiler un certain nombre d'erreurs sans que cela détruise son autorité. Et donc la conception de la procédure repose sur un arbitrage entre les coûts et le risque d'erreur. Alors ce modèle semble remédier aux défauts du modèle d'exactitude, mais on voit bien que c'est au prix d'autres défauts et de l'introduction d'autres risques. Enfin, la valeur dominante dans le modèle de la justice procédurale pure, c'est la participation. Que les sujets de droit affectés par une décision aient la possibilité de participer au processus par lequel la décision est prise, une participation juste et équitable. Et cette valeur de participation est reliée à plusieurs possibles fondements. On dira que cette participation, elle est exigée, elle est liée aux droits de ceux qui sont affectés par une décision, par les procédures juridictionnelles, droit d'être traités avec dignité et respect. Et on fait référence là à un droit de moralité politique. Un autre fondement possible pour cette valeur de participation, c'est l'idée que les sujets de droit font très bien la différence entre perdre et être traité injustement. Je pense que c'est quelque chose que vous sentez par vous-même et c'est très largement confirmé par les études de psychologie sociale. Alors bien sûr, on doit se méfier, si on transpose l'idée au droit international, de ne pas tomber dans l'anthropomorphisme, mais je pense que le parallèle reste valide et que cette distinction entre perdre et être traité injustement est également très présente dans le droit international. Et puis, il y a toujours comme fondement possible de la valeur de la participation la question de l'égalité des chances de communication, l'égalité des possibilités de communication telle que l'envisage par exemple la théorie du discours, que les participants aient des chances égales de s'exprimer. Mais on atteint là la limite de la justice procédurale pure, parce que on peut se demander, y compris en termes de perception, parce que la justice est aussi affaire de perception, quelle peut être la valeur d'une participation si elle ne produit pas d'effet sur le résultat. Et donc, relier cette valeur à la justice procédurale pure est philosophiquement vrai, mais en même temps, on sait très bien que le débat judiciaire a pour objet de réduire progressivement les options décisionnelles des juges, et donc que la participation, en réalité, elle dépend aussi des effets possibles sur les résultats, et même des effets possibles sur l'exactitude. Donc il faut tenir compte de cette dimension. Alors l'intérêt de vous avoir exposé, même de façon très schématique, ces différents modèles, c'est de vous montrer qu'ils jettent une lumière différente sur des valeurs différentes qui sont sous-jacentes ou potentiellement sous-jacentes à la procédure, que la réalité des différents systèmes juridiques est probablement de composer avec ces différentes valeurs et d'articuler leur relation avec l'exactitude, l'utilité et la participation. Et ce que je voudrais maintenant faire, c'est vous emmener dans une troisième étape du propos, examiner ce que l'on peut dire de ce point de vue en droit international.
Alors, si l'on regarde du point de vue du droit international ce que peut être la justice procédurale, on est confronté évidemment à des défis particuliers. Parce que, de façon générale, parler de justice impose d'avoir une vision de la société politique. C'est le cas dans toutes les théories de la justice. Et encore une fois, si j'évoque la théorie de la justice de John Rawls, qui est, comme je le mentionnais tout à l'heure, la plus connue, sa vision est reliée à une société politique particulière. Il construit sa théorie en le faisant par rapport à la société démocratique libérale. Et en fonction des conditions qu'il précise, sa théorie n'est pas transposable à la société internationale. Parce que John Rawls considère, par exemple, qu'on ne peut pas assurer globalement un fonctionnement juste dans une société où cohabitent des visions de valeurs trop opposées. Donc, la seule approche viable, selon lui, c'est une approche minimaliste qui est fondée sur ce qu'il appelle un consensus par recoupement, un overlapping consensus, qui est assez étroit. Donc, ce qu'il faut, c'est un accord minimal entre différentes visions de la justice, mais on ne va en imposer aucune. On va surtout débattre de principes de coordination minimaux. Alors, la raison pour laquelle je vous explique ça, c'est pour que vous compreniez que, même si on parle de théorie de la justice, toutes les théories de la justice sont relatives et sont chacune adossées à des valeurs bien identifiées. Et c'est vrai aussi pour la justice procédurale. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas étudier la justice procédurale en droit international, y compris en utilisant les outils intellectuels que je vous ai proposés. Je ne les aurais pas proposés si je ne les pensais pas utilisables. Mais cela veut dire qu'il faut le faire en intégrant les contraintes propres à l'ordre international, la contrainte majeure étant la place centrale que conserve la souveraineté des États, en l'absence d'autorité centralisée. Alors, si l'on reprend le schéma que je vous ai proposé précédemment, d'une perspective ex ante et ex post, qu'est-ce qu'on voit? Dans une perspective ex ante, les attentes et les besoins de procédure sont certainement les mêmes parce que le droit international ne nous laisse absolument aucune raison de supposer que les sujets de droit ont une connaissance parfaite du droit, que les normes sont complètes et sans ambiguïté, et que les sujets de droit sont impartiaux. C'est même tout le contraire dans le paysage du droit international. Donc le besoin de procédure est évident, mais il n'existe pas de mécanisme général de juridiction obligatoire, contrairement aux rêves qui avaient pu se développer dans les années 20, où l'on espérait que la juridiction obligatoire de la Cour permanente, l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour permanente de justice internationale se généraliserait. Mais cela ne s'est pas réalisé, ce rêve s'est vite éteint, et un auteur comme Georges Sell, par exemple, a pu écrire que avec un tel mécanisme et avec un tel espoir, on avait probablement mis la charrue avant les bœufs. Ce sont les termes qu'il emploie. Alors, qu'on me comprenne bien, je ne dis pas que seule la procédure juridictionnelle peut satisfaire le besoin de procédure. Il existe bien d'autres procédures, y compris pour régler les différends, à commencer par la négociation. Mais d'un point de vue de justice procédurale, ces autres procédures n'offrent pas la perspective d'une atténuation marquée des rapports de force et elles ne font pas beaucoup de place aux valeurs de la justice procédurale telles que j'ai pu vous les présenter. Et donc, elles n'offrent que des perspectives faibles de justice. Alors certes, on pourrait voir un signe je dirais, d'évolution dans le fait que les juridictions internationales se sont multipliées au XXe siècle. Et on est allé jusqu'à parler de juridictionnalisation du droit international. Mais il ne faut quand même pas oublier trois éléments, trois choses que je voudrais vous signaler. D'abord, le phénomène de la juridictionnalisation est un phénomène récent, c'est un phénomène qui a à peu près un siècle, ce qui signifie qu'il n'est pas une tradition solidement ancrée dans le droit international, ni qui s'est vraiment développée avec lui. Deuxième chose, c'est que la juridictionnalisation du droit international est un phénomène fragile.
En fait, les juridictions internationales n'existent que par la grâce des États, qui peuvent très bien aussi les détruire, ce qui ne veut pas dire les supprimer. On peut empêcher une juridiction internationale de fonctionner sans la supprimer. Regardez l'organe d'appel de l'OMC. Et en fait, les juridictions internationales dérivent leur autorité de l'acte qui les crée. Et cet acte repose sur le consentement des États. Or, on sait très bien que les États sont très loin d'accorder aux décisions des juridictions internationales la même déférence que celle qui peut exister dans les ordres internes. Donc, les juridictions internationales doivent tout particulièrement veiller à l'acceptabilité de leurs décisions, quand leur juridiction est obligatoire et a fortiori quand leur juridiction ne l'est pas. Parce que quand la juridiction n'est pas obligatoire, il faut attirer les justiciables et les règles de procédure peuvent alors jouer un rôle dans cette attraction. Enfin, la troisième remarque à faire sur le phénomène de juridictionnalisation du droit international, c'est que c'est un phénomène parcellaire. Le paysage juridictionnel est un paysage fragmenté. Il y a des îlots de juridictionnalisation avec quelques mécanismes de juridiction obligatoires, mais il y a aussi beaucoup de règles sans juge. Et il suffit d'observer les contorsions que font parfois les États ou d'autres sujets de droit pour essayer de soumettre certaines affaires à des juges, sans toujours y parvenir. Enfin, je ne peux pas faire abstraction de ce qui est un lieu commun, mais aussi une réalité, à savoir qu'il n'existe aucune unité qui pourrait permettre de parler d'une justice internationale au sens systémique du terme, c'est-à-dire des juridictions faisant système. J'y reviendrai dans mes remarques conclusives. Alors, ça ne veut pas dire que les juridictions internationales sont impuissantes, bien sûr, ce n'est pas du tout mon propos, et ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas contribuer à la justice procédurale. C'est même plutôt le contraire, parce que dans l'ensemble, elles ont une maîtrise de leurs règles procédurales qui est tout à fait inhabituelle par rapport à ce qu'on peut observer dans les ordres internes. Les statuts, les actes fondateurs peuvent prévoir un certain nombre de règles procédurales, mais c'est en général en nombre assez limité, et très souvent les juridictions reçoivent la compétence d'élaborer leurs propres règlements de procédure. Alors je sais, l'avion ne va pas atterrir tout de suite parce que nous avons commencé avec retard. Donc le secrétaire général m'a gentiment donné un tout petit peu plus de temps et je dois donc en appeler un peu plus longtemps à votre patience. Alors, je vous disais donc que la plupart des juridictions internationales ont une compétence d'auto-réglementation pour faire leur propre règlement de procédure. Alors bien sûr, elles doivent le faire dans le respect du statut, mais elles ont quand même une certaine marge de manœuvre. Et il n'y a guère que la Cour de justice, parmi les juridictions permanentes, il n'y a guère que la Cour de justice de l'Union européenne ou la Cour pénale internationale qui n'ont pas cette compétence. Mais même dans ce cas-là, en réalité, elles gardent une marge de manœuvre parce que, en plus des statuts et du règlement de procédure, toutes les juridictions se dotent de règles de procédure supplémentaires, quel que soit leur nom, des directives, des lignes directrices, des manuels, et même s'il ne s'agit que de soft law, encore une fois, ces règles donnent un pouvoir d'orientation. On peut ajouter évidemment à tout cela que les juridictions internationales ont bien sûr le pouvoir d'interpréter leurs règles de procédure, y compris les silences de ces règles, et on n'a aucune raison de supposer que les règles de procédure sont moins indéterminées que les règles substantielles. Les juridictions internationales peuvent avoir recours aux principes généraux du droit international procédural, même si on pense que ces principes généraux ne sont pas très nombreux. Elles peuvent avoir emprunté des précédents judiciaires à d'autres juridictions internationales, même si le phénomène de ce qu'on appelle parfois la fertilisation croisée n'est pas si développé qu'on voudrait le croire parfois. Et les juridictions internationales peuvent utiliser leur pouvoir inhérent, le pouvoir inhérent à leur fonction judiciaire pour régler des questions procédurales. Et donc tous ces facteurs augmentent le pouvoir d'orientation des juges et déclenchent une capacité d'émancipation des cours et tribunaux internationaux. La procédure
peut faire l'objet d'une politique et elle peut véhiculer des choix de valeurs. Le fait que les partis utilisent de façon stratégique la procédure est un fait connu et c'est en réalité un fait admis comme faisant partie des règles du jeu, même si c'est parfois dénoncé. Mais en revanche, l'utilisation que les juges font de la procédure pour éventuellement accroître leur pouvoir ou pour façonner la procédure d'une façon qui ne correspond pas nécessairement à ce que les négociateurs de leur statut avaient prévu, cette utilisation de la procédure est moins globalement reconnue, en tout cas dans sa dimension politique. Et pourtant, cette dimension politique est bien présente. Mais bien sûr, je dois là aussi rester réaliste et vous dire que même si les juridictions internationales ont une très large marge d'action procédurale, elles sont contraintes à beaucoup de précautions dans son utilisation, ce que l'on voit bien si on regarde les choses dans une perspective ex post. Alors, cette perspective ex post, elle montre que la procédure juridictionnelle internationale doit composer avec la souveraineté des États, y compris pour les juridictions dont les États ne sont pas justiciables, comme les cours pénales internationales, les juridictions pénales internationales. Et il en ressort en fait qu'en droit international, tout compte, si je peux le dire ainsi. Les résultats, l'exactitude, l'utilité, les coûts, la participation. Et avec des orientations particulières et parfois paradoxales sur lesquelles je vais vous dire quelques mots. Alors d'abord, il est clair que les résultats comptent, ce qui peut sans doute expliquer, au moins en partie, pourquoi les États sont si réticents à l'égard des mécanismes de juridiction obligatoire. Les États n'aiment pas perdre. Alors on me dirait, oui, personne n'aime perdre. Mais les États n'aiment pas perdre, surtout dans des procédures juridictionnelles, à moins que ce ne soit un choix politique dans un cas particulier. Et puisque les États n'aiment pas perdre, il faut que les juges fassent très attention non seulement à trouver des bonnes raisons, mais aussi à utiliser la bonne manière de les faire perdre. Alors l'exactitude peut sembler importante dans cette perspective, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que les juridictions utilisent avec beaucoup de précaution leur pouvoir d'instruction. C'est des choses qu'on leur reproche parfois en disant qu'elles devraient être plus proactives, mais dans l'ensemble, elles préfèrent laisser aux parties le soin d'apporter des informations sur les faits et les éléments de preuve. Et c'est une réserve qui se comprend parce que les juridictions ont des pouvoirs de contrainte très limités pour obtenir des éléments de preuve. Et donc, le discours des juridictions insiste plutôt sur la collaboration des parties. De même, si on regarde tous les débats qui ont été suscités par la question du recours à des experts choisis par les juridictions et l'extrême vigilance des États quant à ces choix, eh bien, on voit la difficulté pour les juridictions internationales de prendre des initiatives qui seraient favorables à l'exactitude. Donc l'exactitude reste évidemment un objectif, mais les juridictions internationales ne sont pas en position de prendre beaucoup d'initiatives à cet égard. Maintenant, si on se tourne vers la mise en balance des coûts, là encore, on va trouver un paysage contrasté où les États sont dans l'ensemble les maîtres des coûts, que l'on parle de temps ou que l'on parle d'argent. En termes de temps, si on accepte les procédures d'urgence, on peut constater que dans beaucoup de juridictions internationales, les calendriers procéduraux sont négociés avec les parties et sont déterminés en accord avec elles et qu'ils restent adaptables. Et un constat que l'on peut faire, c'est que de façon générale, les États ne sont pas des justiciables particulièrement pressés. Et même lorsque les juridictions sont en mesure d'imposer des contraintes de temps, il reste alors la question des moyens qu'elles vont avoir pour accomplir leurs fonctions et pour traiter les affaires. Alors si, sans même considérer les coûts des plaideurs, mais en m'intéressant simplement au coût de fonctionnement du système juridictionnel pour le groupe social, financement des juridictions internationales, eh bien, il est facile de se rendre compte que le groupe social, c'est-à-dire les États qui ont créé
une juridiction et qui lui fournisse son budget, ce groupe social n'est pas très enclin à subventionner les juridictions à hauteur de leurs besoins et notamment à augmenter leurs ressources. Les États n'hésitent au contraire pas à en faire un levier pour réduire le profil d'une cour ou d'un tribunal. Et on le voit très bien dans le cas des cours qui sont submergées par le nombre de cas qui leur sont soumis, comme les juridictions des droits de l'homme. Donc pour toutes ces raisons cumulées, on peut bien voir que le délai raisonnable du jugement n'est pas une composante forte de la justice procédurale au plan international, et cela joue bien sûr sur l'équilibre de la justice procédurale au plan international. Maintenant, si on considère la question de la participation, la situation est encore plus ambivalente et paradoxale. D'abord, eh bien, il y a un biais institutionnel dans la conception même de la plupart des juridictions internationales qui ont à connaître d'affaires qui impliquent un ou des États, quand un État ou plusieurs États sont partis à la procédure. Et ce biais institutionnel, qui est accepté, que les États ont décidé de mettre en place, mais qui n'en reste pas moins un biais, c'est la présence d'un juge national qui se prolonge dans l'institution du juge ad hoc. Cette présence implique une limite spécifique dans l'ordre international à ce qu'on penserait être le dogme des dogmes, c'est l'impartialité. Même si c'est accepté dans le principe, il y a quand même là un compromis par rapport à ce qu'on penserait être un pilier de la justice procédurale. Sinon, la participation à la procédure devant la juridiction internationale, ça va de soi. C'est considéré comme allant de soi. Et les États, d'ailleurs, n'hésitent pas à en jouer, y compris en décidant de faire défaut, c'est-à-dire de ne pas participer à une procédure. Et aucune juridiction ne peut les empêcher de faire défaut. Et la légitimité de la participation des parties est tellement forte, d'ailleurs, que les juridictions vont éventuellement hésiter à savoir si elles doivent tenir compte de la position d'un État qui est exprimée en marge d'une procédure à laquelle cet État a choisi de ne pas participer. Je vous renvoie sur ce point à toute la controverse sur ce qu'on appelait les position papers. En tout cas, les juridictions cherchent à protéger les droits de la partie défaillante. De ce point de vue-là, on reste dans une logique de compromis. Mais bien sûr, la question de la participation va plus loin, comme le montre la question controversée de l'ouverture des procédures aux tiers, qu'il s'agisse d'intervention ou surtout d'amicus curiae, ou dans le cas des juridictions pénales, de parties civiles ou de victimes. Et cette décision d'ouverture aux tiers, elle met bien sûr elle met en cause des débats fondamentaux relatifs à la justice internationale. Est-ce que cette justice internationale a seulement une fonction privée de règlement des différends entre les parties, ou est-ce qu'elle a aussi une fonction publique d'énonciation du droit et de stabilisation des attentes normatives dans la société internationale? Mais surtout, elle met en cause une question qui est, je dirais, tranchée dans les ordres internes, la question de savoir qui sont les audiences d'une décision juridictionnelle. Alors, un auteur comme Perelman a très bien montré que toute décision de justice a plusieurs audiences. Mais du point de vue de la justice procédurale, la question qui se pose, c'est de savoir si la justice à percevoir, la justice que l'on doit voir, est-ce qu'elle doit être perçue par toutes ces audiences? Et dans le monde d'aujourd'hui, on sait très bien que cette perception peut être tributaire du fait d'avoir pu se faire entendre et d'avoir pu participer. Donc, ce qu'on désignera parfois comme un élan démocratique. Je ne m'avancerai pas sur le terrain de la démocratisation de l'ordre juridique international dont la professeure Damrosch vous parlera tout au long de ces 3 semaines, avec toutes les ambiguïtés qui peuvent accompagner ce terme. Mais il y a une revendication. Et pourtant, quand on regarde les choses du point de vue des juridictions, eh bien, on se rend compte que, quelle qu'en soit la justification, et peut-être mis à part les juridictions des droits humains, les juridictions restent globalement réticentes à l'ouverture des procédures aux tiers intéressés le choix dépend d'elles. Et on doit réfléchir peut-être plus avant sur les raisons de cette réticence.
Donc on le voit, la justice procédurale en droit international subit de très fortes contraintes, d'autant plus, je vous l'ai dit précédemment, que cette juridictionnalisation reste très parcellaire. Et cela m'emmène vers 2 remarques conclusives qui seront la 4e et dernière étape de mon propos. Ma première remarque conclusive est une caractéristique de la procédure juridictionnelle internationale qu'il faut garder en tête pour réfléchir sur la justice procédurale. Et cette caractéristique, c'est le syncrétisme. Alors, qu'est-ce que j'appelle le syncrétisme? Je désigne le fait que la procédure juridictionnelle internationale va naître d'un mélange d'influences, de la fusion d'éléments qui sont venus de différents systèmes juridiques. Et c'est une logique qui est voulue. Après tout, quand on regarde les statuts des cours, on voit bien que, au moins pour la composition des cours, il y a une exigence de représentativité ou de représentation des différents systèmes juridiques du monde. Et on voit bien l'impact que cela peut avoir sur la procédure, y compris la conception de cette procédure. Mais en même temps, on connaît les risques du syncrétisme. C'est que la combinaison d'éléments hétérogènes qui viennent de systèmes différents peut être plus ou moins harmonieuse. Et donc, on ne peut pas présupposer une cohérence de la procédure juridictionnelle internationale. Tous les comparatistes savent très bien que quand on transpose une norme en dehors de son milieu d'origine, il est tout à fait possible qu'elle y produise des effets différents. Or, toutes les juridictions internationales doivent composer avec ce syncrétisme, mais il est probable qu'elles le font chacune à leur manière, en fonction de leurs besoins et de leur agenda politique, parce que la plupart d'entre elles sont des juridictions spécialisées qui appartiennent à des sous-systèmes spécifiques. Et puis aussi, elles fonctionnent à des échelles géographiques différentes, sous-régionales, régionales et mondiales. Et la cohérence ne peut pas se penser de la même manière à ces différentes échelles. Donc, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que chacune des juridictions internationales est probablement beaucoup plus centrée sur la cohérence du sous-système auquel elle appartient que sur une cohérence de la procédure juridictionnelle internationale dans son ensemble. Et donc, parler de justice procédurale en droit international dans son ensemble impose de rester à un certain niveau de généralité, mais aussi ça amène à un certain nombre d'approximations et il faudrait des analyses plus fines pour rendre probablement le diagnostic plus exact. Ce qui m'amène à ma 2e remarque conclusive qui revient sur la distinction entre la procédure et la substance et le fond. Le fait de classer une règle comme procédurale ou comme matériel a des conséquences, comme par exemple le fait que son invocation sera traitée comme une question préliminaire. Or, une affaire comme l'affaire des immunités juridictionnelles, qui a opposé l'Allemagne à l'Italie devant la Cour internationale de justice, a montré une nouvelle fois, parce que ça n'était pas la première fois qu'on le voyait, mais elle a montré une nouvelle fois qu'une règle procédurale peut bloquer l'accès au fond et donc l'application du droit matériel, même si ce droit matériel a la dignité de jus cogens. Plus généralement, les règles identifiées comme procédurales peuvent atrophier ou au contraire hypertrophier les effets du droit matériel. Donc il y a un enjeu à qualifier une règle de matérielle ou de procédurale, mais même si on voit cet enjeu, on doit aussi reconnaître qu'il n'est pas toujours facile de distinguer le droit matériel du droit procédural et qu'il existe de nombreuses règles qui chevauchent cette distinction au sens où, selon les circonstances, elles peuvent être considérées comme étant de nature procédurale ou au contraire substantielle. Et donc, en fait, en réalité, droit substantiel et droit procédural se mélangent constamment, s'entremêlent constamment, interagissent constamment. Et cette interaction, cet entremêlement montre que la procédure n'est pas, contrairement à ce qu'on lit parfois, simplement la servante du droit substantiel, même si elle sert à le mettre en œuvre.
Et ce que j'ai essayé de vous montrer, ce sur quoi j'ai essayé d'attirer votre attention, et j'espère y avoir réussi, c'est que la procédure est indispensable, elle est même inévitable, elle n'est pas purement technique et neutre, elle permet des choix, elle peut même en exiger, et elle est tout autant que le droit matériel au service de valeurs. Et donc, il me semble tout à fait nécessaire de continuer à penser, de penser encore davantage le droit international procédural et aussi la manière dont il rencontre les théories de la justice pour affiner notre réflexion générale sur la justice procédurale en droit international. Je vous remercie.